À l'écoute de la femme choisienne, trace en image le portrait des femmes de la ville de Choisy-le-Roi. L'entendre évoquer sa vie de femme, de mère, d'épouse, parler avec elle de son engagement professionnel, de son engagement politique, de son engagement associatif, partager avec humour et tendresse ses souvenirs, revenir avec elle sur son parcours. Voici Annick et son histoire. Bonsoir Annick. Bonsoir Suzanne. Comment ça va? Ça va. Ça va. Alors Annick, je regarde Annick. Annick a les yeux bridés, un petit peu. Oui. Donc elle vient d'où Annick? Elle vient d'où? Parce que c'est pas la Chine, c'est pas le Vietnam, c'est pas... Et non. Et non. Alors? Et non, non. Donc je suis née à Séoul, en Corée du Sud. Et donc j'ai été adoptée à l'âge de 6 ans par une famille française. Mon père adoptif voyageait beaucoup par son métier. Il était dans l'or noir. Donc j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager, surtout dans les pays du Moyen-Orient. Étant jeune, d'y avoir séjourné, notamment en Égypte, où j'ai appris à vivre, à rencontrer. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de cultures différentes par rapport à ces nombreux voyages en accompagnant donc mon père. Alors, quel souvenir garde Annick de son voyage en Égypte? Alors, parce que l'Égypte, c'est les pyramides, c'est... Voilà. Qu'est-ce qu'Annick a vu? Alors, j'ai eu la chance d'être en Égypte pour la classe de 6e, donc l'année où on étudie l'Égypte. Donc ça, c'est quelque chose de royal. Et bon, je sais qu'aujourd'hui, ça a énormément changé, mais à l'époque, les souvenirs que je garde, ça va être les balades à cheval, à cru, dans le désert, avec les pyramides, la balade avec les felouks. En tout cas, j'ai découvert l'Égypte, donc d'Alexandrie à Abu Simbel, pendant 3 ans. De beaux souvenirs. Voilà, très beau pays. Donc après l'Égypte, Annick a pris l'avion, elle est arrivée à Paris, alors Marseille. Après l'Égypte, je suis revenue à Paris, donc plutôt Paris intramuros, à côté de la fameuse Tour Eiffel, quartier triste. Pourquoi triste? Quand on est jeune, il n'y a rien à faire. Paris passé, non, c'était pas ça. Non, quand on est jeune et qu'on débarque dans le 16e, il n'y a pas un chat dehors le dimanche, il n'y a pas un bruit, enfin c'est... Voilà. Après, j'ai eu la chance aussi quand même de fréquenter les plus grandes écoles de Paris, notamment le lycée Janson de Sailly. Beaucoup d'hommes politiques ont fait leurs études. Et après, donc, avec mon caractère un petit peu rebelle, on m'a placée en pension pendant 2 ans. Alors c'était une punition, ça, ou manière de me cadrer pour un peu. mater un petit peu le... Pour me cadrer un petit peu, on va dire. Et j'ai été faire des études dans un lycée agricole où j'étais censée me diriger vers les métiers du paysagisme et horticulture. D'où cet amour pour les plantes et la nature. Et la nature en général, effectivement. Après donc la pension, bon, toujours le côté rebelle. Donc double pension. Non, je suis partie de chez moi définitivement. À quel âge? À l'âge de 18 ans. D'accord, elle a attendu la majorité quand même. Obligatoire. Obligatoire. Donc j'ai fugué de chez moi et je ne suis jamais revenue chez moi. Voilà. C'est vraiment la rebelle en puissance. Hein. Voilà, voilà. Donc j'ai fugué, j'ai atterri, donc à l'époque j'avais un petit chéri qui habitait dans le Berry, à Châteauroux, donc j'ai été réfugiée chez lui. J'ai été dans les métiers de la vente parce que ça a été... C'était le métier à l'époque qui était le plus facile, accessible pour avoir un premier travail, sans pour autant avoir des diplômes. Donc j'ai commencé dans la vente. Bon, France Loisirs qui existe encore. J'ai travaillé là-bas. Après 3 ans dans le Berry, j'ai quitté le Berry pour aller à Toulouse. Donc elle a quitté le chéri, hein? Oui, j'ai quitté le chéri aussi. Donc j'ai atterri à Toulouse, où là j'ai pu réellement en fin de compte vivre de ma passion qui était la photographie. Donc à Toulouse, j'ai ouvert avec un associé 2 magasins de photographie. Un à Toulouse, pas très loin de la place du Capitole, et un autre à Carcassonne, au pied des remparts. Et puis la technologie, le numérique avançant, tous les photographes ont malheureusement
à cette époque-là, ben, il y en a beaucoup qui ont fermé parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de suivre l'évolution technologique qui était le numérique qui arrivait. Donc, il fallait se reconvertir. Et pourquoi ne pas se reconvertir à ce moment-là? Dans la photo? Pour suivre l'évolution numérique? Alors, c'était plutôt un problème de moyens financiers. D'accord. Voilà, on ne pouvait pas, avec mon associé, investir dans le matériel pour pouvoir prétendre à avoir des tarifs à la baisse, puisque entre l'argentique et le numérique, il y avait un sacré décalage en termes de tarifs. Donc, et puis, donc, du coup, ayant pas eu la possibilité de continuer dans la photo, je suis repartie dans le commerce, où j'ai travaillé donc, chez Orange, France Télécom à la base, et après qui est devenu Orange. Et c'est là où j'ai rencontré un chéri qui m'a embarqué avec lui à Marseille. À Marseille. Alors, cette vie à Marseille, alors? Alors, Marseille, la première visite de Marseille, ça n'a pas été glorieux parce que j'ai atterri dans les quartiers nord de Marseille. Donc le quartier un peu chaud, de toute façon on en parle tout le temps aujourd'hui, les quartiers Marseille Nord. Donc j'ai quitté les quartiers nord très rapidement pour aller plutôt vers Martigues, Châteauneuf-les-Martigues, Carry-le-Rouet, en Suisse-la-Wallonne. Et donc du coup on s'est installé à peu près une trentaine de kilomètres de Marseille pour être tranquille. Mais je travaillais toujours donc sur Marseille, place Castellane. Toujours commercial sédentaire. Comme j'avais la bougeotte, j'ai décidé que le commercial c'était bien, mais dans un magasin c'était pénible. Puis les gens, j'avais envie de les... À l'époque c'était le fixe encore. Ça commençait déjà les... Voilà, ça commençait. Disons que souvent... c'est compliqué, parce qu'à l'époque il y avait encore les téléphones fixes qui existaient. Et tous les jours on avait une femme ou un homme qui arrivait pour demander une explication sur les appels téléphoniques. Et malheureusement, la plupart du temps, c'était soit le mari, soit la femme qui faisait des numéros. D'accord. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu assez, donc j'ai décidé de continuer le commercial, mais plutôt sur le terrain, où je n'avais plus les gens là qui venaient, enfin qui me polluaient en fin de compte. Et c'est moi du coup qui allais vers les gens. Donc l'idée c'était c'est moi qui décide quand est-ce que je vais les voir et quand est-ce que je m'en vais. Donc... Je vois bien tout à fait le côté rebelle. Alors tout ça, ça a amené Annick à bouger, voyager et monter sur Paris. Quelques années avec le Quart Sud-Est en tant que terrain de jeu, en tant que commercial. Et en fait, non, malheureusement, ma venue sur Paris est malheureusement, entre guillemets, due à un concours de circonstances dans ma vie. Donc avec mon conjoint qui m'a embarqué à Marseille, il est décédé. Donc pour me rapprocher de la famille qui était déjà sur Paris, j'ai embarqué la gamine qui avait 3 ans et on est monté à Paris. Un peu, voilà. Donc, toujours en dents de scie avec Annick, on a l'impression toujours que sa vie est sur un fil. Voilà, donc ne pouvant plus exercer le métier de commercial seul avec un enfant de 3 ans, donc le choix a été de monter sur Paris, alors un choix très douloureux, que j'ai très très mal vécu. Parce qu'on a quitté le soleil, c'est ça? Déjà on a quitté le soleil, puis on retrouve des gens, je sais pas... Pire qu'à Marseille? C'est pas la même chose. Alors c'est pas la même chose, alors c'est pas la même chose parce que, déjà, moi quand je suis arrivée à Choisy-le-Roi, la population de Choisy-le-Roi m'avait frappée parce que c'était principalement une population noire, en tout cas à Choisy-le-Roi, ici, là. Et qu'à Marseille, c'est plutôt une population maghrébine, donc ça fait partie du paysage. Et donc ici, en arrivant, je me suis dit, mais il y a énormément de Pakistanais, énormément de personnes d'origine noire. Et effectivement, on n'a pas l'habitude. Et je sais pas, Tu t'es sentie mal ou je sais pas, moi je me sentais beaucoup plus... C'était un choc? Oui, et je me sentais beaucoup plus en sécurité en fait à Marseille, dans les quartiers nord, qu'à arriver à débarquer à Choisy ici. Parce que mon premier appartement, donc à Choisy-le-Roi, c'était... tout l'immeuble, c'était soit des Africains, soit des Pakistanais. Alors, en fait, quand tout ce qu'Annick n'aime pas, elle retrouve, j'ai l'impression. Mais disons que ce sont des gens, c'est une population, une culture que je ne connaissais pas du tout.
À Marseille, le Maghreb, le couscous, machin, enfin, on connaît bien l'Italie, enfin, c'est plutôt du méditerranéen. Ici, on a les Maghrébins, mais qui n'ont pas, je dirais, quelque part, la vie méditerranéenne. On est dans une autre forme de vie qui est un petit peu moins ouverte vers les autres, ou alors si elle est ouverte, elle est un petit peu plus agressive, ne serait-ce que dans le regard. Ici, on sent qu'on arrive dans entre guillemets, dans la grande ville. Même si Marseille est une grande ville, à la base, c'est quand même un grand village. Enfin, pour moi. Évidemment. Donc ici, je me suis retrouvée vraiment confrontée à la grande ville, et puis ayant passé presque 15 ans de ma vie dans le sud, que ce soit à Toulouse ou à Marseille, j'avais peur de sortir. À ce point-là, c'est si dangereux, Choisis le Roi. J'avais peur pour ma fille. Voilà, après je me disais, mais ma fille, elle va aller dans cette école parce qu'elle n'a pas le choix, parce que c'est l'école du secteur. Qui va y avoir là-dedans? Puis on arrive à la sortie de l'école, on voit plein de gens différents. Alors des Noirs, des Maghrébins, il y a des gens différents. De toutes les couleurs, de tout. Parce que quand moi j'habitais donc à Ansuès-la-Redonne, c'était une école de village. Donc tout le monde se connaissait. Là, c'était l'inconnu. Là, c'était l'inconnu. Je parlais à personne, je disais bonjour à personne, je prenais ma gamine, je l'emmenais, puis je la récupérais, puis on rentrait à la maison. Là, c'est un déracinement, là, complet. Oui, plus que je pense que le fait d'avoir été adoptée. Parce qu'en fait, Marseille, enfin le Sud, c'est une région de cœur. C'est une région que j'ai choisie. À choisir, je suis arrivée malheureusement sur quelque chose de non voulu. Et petit à petit, et puis je sais pas pourquoi quand je suis arrivée à Choisy, j'avais honte de dire que j'habitais à Choisy-le-Roi. Et pourquoi? Tu vois, c'est la première fois que j'entends ça. À l'époque, quand j'habitais à Marseille, que ma soeur vivait ici, là, donc à Thiers, je montais la voir pour quelques jours de vacances, entre guillemets, et je voyais le panneau Choisy-le-Roi, je dis jamais de la vie j'habiterai ici. Jamais de la vie. Il ne faut jamais dire jamais. Voilà. Et je me dis non, c'est horrible. Et quand je rencontrais des gens, ils me disaient t'habites où? À côté de Thiers. D'accord, à ce point-là. Voilà. Et j'ai même... Donc il y a eu un rejet de la ville déjà en fait. La banlieue parisienne. La banlieue banlieue parisienne en général. J'étais pas là de mon plein gré, donc forcément, je n'y voyais que des inconvénients. Les transports en commun, ça pue, on peut pas se garer, on va se faire agresser tous les 4 matins. En plus, moi, quand je suis arrivée, j'avais quand même un peu l'accent. Oui, donc du Sud. Vous avez remarqué. Donc forcément, une Asiate avec un accent du Sud, ça choque. Et ma fille avait des expressions marseillaises. Bien sûr. Donc il y a eu aussi des moqueries à l'école en lui disant tu sais pas parler français. Par exemple, quand on parle, je vous donne juste un exemple assez rigolo, le nombril, pour ma fille, c'était l'embouligue. Ah oui, la façon de le prononcer. L'embouligue. Voilà. Et donc du coup, à l'école, évidemment, les enfants sont assez... ils sont durs entre eux. Ils sont durs entre eux. En plus, c'était un rejet complet. Et puis, je trouvais que tout était moche, qu'il faisait tout le temps froid, que les gens, ils étaient pas... pas sympathiques. Qu'il n'y avait aucun restaurant de bien, bref. Ça a été vraiment un choc. Il n'y avait pas d'oursinade, il n'y avait pas de sardiedade, il n'y avait pas tout ça. Et ouais. Que faire? Donc ça a été un combat quand même, de se dire, bon, je suis là, je ne sais pas pour combien d'années, prends ton mal en patience. Parce que la première année où je suis arrivée, j'ai trouvé un travail alimentaire, dans un CFA à Villejuif, et c'était alimentaire. Je partais le matin, je rentrais le soir, dans la vie, encéphalogramme 0. Hein. Fermez les bonjour, hein. Terminé. Voilà, je rentrais, je récupérais ma gamine, basta. Et quand je suis arrivée, je m'étais dit, dans un an, je retourne à Marseille. Et ça ne s'est pas fait. Et si. Ça a failli. Ah, failli. On m'a proposé une mutation à Marseille parce que pendant un an, j'ai saoulé tellement tout le monde là-bas à Ligny. Je me suis fait de juste, je retourne à Marseille, je retourne à Marseille, je retourne à Marseille. Qu'au bout de même pas un an, ils m'ont proposé une mutation à Marseille. Et j'ai beaucoup réfléchi. Et psychologiquement, j'étais pas prête à y retourner. Pour beaucoup de raisons. Voilà. Par rapport au décès du père de ma fille. Donc du coup, je me suis dit, non, t'es pas prête, reste là. Et puis, ça n'a pas empêché, après, de s'installer entre Thiers et Choisy-le-Roi, de mener ses actions associatives. Alors j'ai été choisienne 5 ans. Une vraie choisienne 5 ans quand même. J'ai appris à aimer cette ville. Justement, du coup, le côté transport en commun et tout ça, je l'ai
pris dans un autre sens, je me suis dit, en fait, c'est pratique parce que tu prends le RER, au bout d'un quart d'heure, tu es dans Paris, hein, dans Paris, et donc du coup, tu peux te faire les restos que tu veux et pas ceux de Choisy. Non mais c'est vrai. Et puis ça m'a un petit peu replongé aussi dans mon enfance, repartir voir la Tour Eiffel, visiter des endroits que j'avais fréquentés étant jeune. Bon, c'est toujours aussi mortel le 16e, hein. mais voilà, donc je me suis dit, bon allez, t'es là, au lieu de te pourrir la vie et pourrir la vie de ta fille parce que t'es pas heureuse d'être là, fais quelque chose. Par contre, m'imaginer commercial à Paris avec une voiture, faire autant de bandes que je faisais dans le sud, c'était juste inimaginable. Et donc c'est là où je me suis un peu posée, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et je me suis dit, j'en ai marre de faire du commercial. Vendre des produits dont les gens n'ont pas besoin, ça m'intéresse plus. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Merde, à ton âge. À ton âge. Alors qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie? À ton âge, avec une enfant, responsable d'une petite fille, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Bon, 6 mois. Et après, donc je me suis dit, j'ai fait un bilan de compétences, pas mal de petites choses comme ça. Et il en est ressorti qu'en fin de compte, que j'avais un tempérament à aller vers les autres, pouvoir avoir une capacité de donner de l'énergie par rapport à ce que j'ai pu vivre et mon caractère. Donc du coup, il est apparu que ce serait bien que je travaille dans le social, en règle générale, mais on n'avait pas encore creusé le truc. Et en cherchant, j'ai trouvé ce que je voulais faire, donc je suis repartie à l'école pendant 12 mois. Formation accélérée, j'ai passé donc un Master 2 en économie sociale et solidaire. Et j'ai décidé donc de mettre mes compétences commerciales au service du milieu associatif. Puisqu'on avait l'idée du milieu associatif, un petit peu qui sent la naphtaline, machin, Donc il fallait dépoussiérer tout ça. Pour moi, je pense qu'une association, et je le pense toujours aussi, doit fonctionner comme une vraie entreprise. Ça dépend dans quel secteur on œuvre, hein. Mais en tout cas dans la branche de l'association associative que j'ai choisie, elle doit se gérer si on veut être efficace, en tout cas. Donc l'idée c'était, je vais aller aider des personnes qui habitent sur Choisy, puisque l'association dans laquelle j'ai travaillé est basée sur Choisy-le-Roi. Avec mes compétences de commercial, aller démarcher les mairies, les entreprises, aller chercher des contrats de travail, des missions ponctuelles. Et donc j'ai trouvé ma vocation, c'était de dire, tout ce que tu as appris auparavant, il faut le mettre en pratique. Il faut le mettre en pratique, et pourquoi pas aux habitants du coin. Puisque en fin de compte, quand j'ai regardé un petit peu la topographie, en fin de compte, des habitants de Choisy-le-Roi, on n'est pas sur une population très riche, avec un peu de pouvoir d'achat. Banlieue qui est un petit peu cristallisée par les médias. Beaucoup de problématiques à Choisy-le-Roi, de drogue, de tout ce qui s'ensuit. Pas plus qu'ailleurs, mais... Pas plus qu'ailleurs, c'est certain. Mais bon, étant donné que c'est là où j'habite, ça m'intéresse d'aller aider ce petit jeune du quartier, lui dire qu'il peut faire autre chose que d'aller dealer ou de suivre les pas de son grand frère. Donc j'ai passé 4 ans, cité Gabriel à Choisy-le-Roi, dans l'association, pour créer une dynamique de quartier et faire un petit peu, leur dire, dans la vie les gars, vous pouvez faire autre chose que des conneries. Donc à Choisy-le-Roi, à Gabriel, au départ, quand je suis arrivée, les gens me regardaient bizarrement, toujours pareil, parce que asiatique, ça on l'enlève pas, et se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait l'Asiate là, elle est dans le quartier, ça se trouve elle va nous dénoncer aux flics. Il y a eu 6 mois d'intégration. Ça n'a pas été facile alors. Ça n'a pas été facile. Et du coup, quand j'avais des missions de travail, j'allais proposer des missions de travail aux jeunes du quartier. Je me suis dit, de toute façon, si je ne m'intègre pas dans le quartier, si ça passe ou ça casse. Ils vont venir me péter la vitrine de la sauce, ils vont m'embêter tous les soirs quand je vais rentrer à la maison. Et de fil en aiguille, en fin de compte, j'ai pris un jeune qui est venu travailler pour faire de la remise en état du local avant de l'ouvrir. Il y a eu un autre jeune qui est venu, et puis il y a eu le bouche à oreille, et voilà. Et au final,
on s'est retrouvés, et c'est ça que je trouve qui est génial en fait, et je suis même pas sûre qu'à Marseille j'aurais pu réussir à faire ça, peut-être à Marseille-Nord, je sais même pas, mais en tout cas à Gabriel, à Choisy-le-Roi, ou même aujourd'hui où je suis au Navigateur, je m'aperçois qu'en fin de compte les Choisiens, les jeunes Choisiens et les moins jeunes, en fin de compte ont tellement subi de choses qu'ils en sont devenus méfiants. Et pour eux, il n'y a pas, je pense, pas peut-être typiquement quand même ici, c'est que ici, c'est la personne elle est gentille avec moi, elle veut quoi? Mais plus qu'ailleurs. Ça, je m'en suis aperçue par rapport à mes nombreux voyages. Il y a une méfiance alors. Il y a une méfiance qui est déjà installée. Il y a déjà une méfiance qui est installée. Et finalement, bah, aujourd'hui, bah, j'aime Choisy. J'aime bien Choisy. Finalement. Non, mais j'aime Choisy. Je dis pas que j'y resterai jusqu'à ma retraite. Hein. Au contraire, j'ai quand même toujours l'ambition de retourner dans le sud. Alors, ma fille, c'est Marseille. Alors, du coup, j'aime Choisy. Alors, qu'est-ce qui a fait ce déclic pour aimer finalement la ville? Alors, j'aime Choisy aujourd'hui parce que justement, en m'engageant dans le milieu associatif, je me suis aperçue que dans cette commune, vraiment, il y avait un tissu associatif important. Je crois que c'est un des plus gros tissus associatifs qui existent, en tout cas dans les villes alentours, qui a une... Alors, je ne sais pas si c'est pouvoir politique, mais en tout cas, les citoyens se sentent responsables de leur ville. Et donc, du coup, par rapport à ça, ils sont à l'initiative de beaucoup de choses. C'est pas pour rien qu'il y a autant d'associations ouvertes sur une commune qui est aussi riche, parce qu'à Thiers, qui est à côté, il y a très peu d'associations. Mais c'est pas le même type de ville non plus. C'est pas le même type de ville, et puis ce n'est pas non plus les mêmes volontés de politique. Mais quand même, à Choisy, il y a quand même énormément de personnes qui se sentent concernées par le devenir de la ville, par le devenir des enfants, de nos seniors, des étrangers, des migrants. Enfin, voilà, il y a une richesse. C'est pour ça que j'aime beaucoup Choisy, parce qu'elle bouge, la ville. Il y a une richesse d'associations, une richesse d'événements, qu'en fin de compte, je crois que tout le monde qui habite Choisy est à un moment donné concerné par un événement. Un événement. Ou une association. Alors, une association. Alors, Annick, elle a une association qui s'appelle Rebondir. Rebondir. Alors, elle est toujours à l'encontre de l'autre, à la rencontre de l'autre. Alors, Rebondir, c'est vrai que souvent on m'a demandé, déjà. Pourquoi Rebondir toujours pareil, dans l'idée d'aller donner une chance à la personne qu'on a en face de nous. Que ce soit un jeune, un moins jeune, un repris de justice. Pour moi, on m'a toujours dit, Annick, dans la vie, tu as toujours su rebondir. Donc je me suis dit, l'idée c'est d'aider les autres à faire la même chose que moi. Donc, alors pas sans aucune prétention, mais de se dire que de toute façon, on ne peut s'intégrer dans la société qu'avec un travail, un logement, et de préférence la santé. Voilà. Mais je dirais que le logement ne va pas sans le travail, mais le travail ne va pas sans le logement. Donc c'est un petit peu l'histoire du serpent qui se mord la queue. Mais c'est vrai que déjà, si on arrive à apporter une solution de travail à mi-temps, ne serait-ce que pour remettre le pied à l'étrier, je pense que c'est déjà un début pour pouvoir essayer de transformer sa vie. Alors, cette association Rebondir propose quoi? Alors, contrairement aux autres associations qui existent sur le secteur, dans le coin, on a choisi, nous, avec les membres du conseil d'administration, président, trésorier, secrétaire, d'orienter l'insertion par l'activité économique sur un autre secteur d'activité. Aujourd'hui, les personnes qui sont en parcours de réinsertion professionnelle, on leur propose du bâtiment, espace vert, agent d'entretien ou femme de ménage. Si tu es migrant, que tu t'es retrouvé SDF ou que ce soit, tu n'as que ces 4 choix-là. Et moi, je me suis dit, non, il n'y a pas que ces 4 choix-là. Donc, il y a d'autres secteurs d'activité où on peut réinsérer les personnes, notamment dans le bricolage. Le bricolage, le manque de pouvoir d'achat permet aussi, en sachant bricoler, de ne pas avoir à dépenser.
Donc redonner une seconde vie aux objets qu'on a, le relooker pour avoir l'impression qu'on a une table neuve. Tout ça, ça permet de garder en fin de compte l'argent que les personnes gagnent en travaillant pour l'essentiel, quoi. Aller faire les courses, mais les personnes qui travaillent ont aussi des envies, ont envie d'avoir un beau chez eux, ont envie de donner des beaux jouets à leurs enfants. Et par rapport à ça, donc, la structure propose déjà une mise à disposition d'outillage. Donc on prête des outils gratuitement. Et on propose aussi des ateliers de bricolage qui permettent à tout le monde de venir... Femmes comme hommes. Femmes comme hommes, de venir apprendre à utiliser le minimum de bricolage. Alors le minimum, c'est quoi? Le minimum, parce que moi, je ne sais pas planter un clou. Voilà. Et ben voilà, Suzelle, il faut venir dans les ateliers. Mais au moins percer 2 trous dans un mur, mettre des chevilles et mettre des tringles à rideau. Parce que percer droit, il faut le faire quand même. Ça s'apprend. Dans les ateliers, on apprend. On apprend le basique. Et on a en plus de ça choisi de s'installer dans un quartier politique, dans un quartier prioritaire, comme on dit. Parce que justement, ce sont ces personnes-là qui habitent dans ces quartiers-là qui ont, entre guillemets, le plus de besoins. Et qui sont le plus isolés. Parce que ces personnes n'osent pas aller demander ou c'est par manque d'argent? Alors il y a, la première des choses, ça va être un problème linguistique. Se faire comprendre. Se faire comprendre, aller vers l'autre aussi. C'est compliqué de sortir de chez soi. Elles n'ont pas forcément les moyens d'aller de chez elles au magasin de bricolage. Et puis de toute façon, même si elles y vont, c'est beaucoup trop cher. Acheter une perceuse qui vaut 150 €, tu sais pas t'en servir. Déjà. En plus, voilà, et puis pour faire, il faut faire un stage. Voilà, 10 minutes. Voilà, donc l'idée c'était quand même d'apporter des solutions et un service de proximité. Au public, le considère quand même fragile, puisqu'ils sont isolés, en rupture sociale, et qui finalement évoluent dans un milieu un peu fermé, avec de la violence. Les enfants qui, comme les parents ne parlent pas français, ils sont il y a de l'incompréhension. Il y a de l'incompréhension, puis il y a un peu de laisser aller, parce que les cultures sont différentes aussi. Bien sûr. Donc voilà, la volonté de cette association, c'est de pouvoir apporter un maximum d'aide et de services. Alors ça se fait sous quelle forme? Par atelier ou comment ça se passe? Donc on propose effectivement des ateliers, avec des acteurs qui sont déjà sur le territoire, qui sont déjà identifiés, parce que l'idée quand même c'est de pouvoir s'intégrer. C'est nous qui devons nous intégrer dans la cité, et pas les gens de la cité qui doivent s'intégrer à nous. Donc déjà, quand on part dans cette démarche-là, on va déjà aller voir les partenaires qu'il y a dans le coin, qui sont déjà identifiés et reconnus par les habitants du quartier, et on va proposer un atelier dans leurs locaux. Comme ça, on est déjà vu une fois avec des gens que eux respectent. Voilà. Et est-ce qu'il y a de la méfiance encore un peu? Alors, il y en a toujours. Il y en a toujours. D'autant plus qu'en général, dans ces quartiers-là, un petit peu isolés, ce sont majoritairement des femmes qui sont seules avec les enfants. Majoritairement, je dirais. Majoritairement, oui. Voilà. Et ces femmes n'osent pas non plus venir regarder, même par curiosité? Non. Du tout? Non. Elles passent? Elles passent, ou même... oh non. Voilà. C'est affaire d'hommes. Voilà. Alors, comment mobiliser, présenter ce genre d'atelier aux femmes pour qu'elles puissent elles-mêmes se dire, le mari n'est pas présent, il y a un clou à mettre, comment je vais faire? Comment les sensibiliser à venir justement voir ce genre d'atelier? Eh bien parce qu'à Choisy, il y a énormément d'événementiels. Les fêtes de la ville, il y a les estivales, il y a énormément d'événements qui sont organisés par la ville. On s'inscrit sur ce type d'événement pour être dehors, à faire le bricolage dehors, puis on va interpeller une dame, et puis en plus, en général, la personne qui anime les ateliers, c'est moi, je suis une dame. Donc ça met en confiance déjà. Du coup, on se dit, si elle arrive à le faire, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Et je pense aussi le fait d'avoir une femme qui explique à une autre femme, il y a aussi tout ce qui est culturel. Il y a aussi ce contact où... un homme ne va pas approcher une femme pour lui apprendre comment on fait un trou dans le mur. Par contre, une femme peut s'approcher. Voilà. Après, on a, à l'inverse, je suis quand même aussi confrontée au monsieur qui ne sait pas bricoler et qui refuse que je lui apprenne.
Ah, il y a encore le petit côté macho, c'est ça? C'est voilà, donc on va interpeller un monsieur, on va lui dire, bah monsieur, voilà, on propose des ateliers de bricolage. Oui, bah, moi je sais faire. Donc on lui dit, bah vous pouvez percer un trou. Mais non, je sais faire. Alors, Et ils s'en vont. et ils s'en vont, carrément. Donc, il y a encore cette culture à travailler, il y a encore... Ben, c'est le culturel, hein, de toute façon, quels que soient les pays du monde entier, je crois que l'homme ne veut pas que la femme montre l'homme quelque sait chose. bricoler, d'accord? L'homme, il amène les soins à la maison, et la femme, elle fait le ménage et elle s'occupe des enfants. Mon Sauf Dieu, on est qu'aujourd'hui, encore à l'âge de pierre, là. Hein, malheureusement, oui. Ah Ben, bon? oui, oui. Ouais. Parce que moi, je sais que je ne sais pas bricoler, mais je vais faire l'effort, je vais essayer de le faire. Mais pas, voilà, ce ne sera pas mon credo, ce ne sera pas... donc, Oui, ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi cette contrainte, c'est que il y a une dame qui peut avoir envie de faire, mais elle n'a Mais pas pas les outils. oui, mais là, avec Mais l'association, comme elle elle sait sait les pas, comme elle emprunter. vient pas me voir, elle sait pas. Elle sait toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire de la publicité pour dire venez emprunter les outils, n'ayez pas peur? Comment Alors, il faut faire effectivement, de toute façon, quoi qu'il en soit, de la communication. Mhm. Mais la première des choses, c'est être présent dans le quartier, discuter, se mêler aux gens, discuter avec un tel, un tel. Et c'est avec le temps uniquement qu'on arrivera à se faire accepter. Mhm. Alors, l'association a combien d'années alors depuis Elle est toute jeune, hein, elle a que 2 ans. 2 ans. Ouais. Et ça fait son petit chemin quand même dans la tête des gens. Alors, sur les ateliers de bricolage, c'est bon. Mhm. Ça y est, on sait que... Par contre, la partie mise à disposition de l'outillage, Mhm. ils ont encore du mal à comprendre le concept. Comment ça, elle nous prête les trucs gratos? Mais si je reviens pas... Oui, bah, déjà, Voilà. oui, parce que prêter... Donc, bon, Et ça se passe bien? ça se passe Ils très, très ramènent bien. en général Ouais, très, des très bien. outils? Mhm. justement, je pense que c'est le fait de... C'est le fait de leur faire confiance, en leur mettant entre les mains des outils qui ont une certaine valeur, Mhm. et on leur dit, bah, vous avez 3 jours pour nous le ramener. Si vous voyez que vous ne pouvez pas, bah, vous m'appelez. Et il y a une relation de confiance. Et il n'y a que comme ça que l'association pourra se développer, en tout cas sur le domaine de la bricothèque. Mhm. Est-ce qu'il y a eu quelquefois des retours de produits défectueux? Oh bah oui. Oui. Oui, Alors, enfin, comment ça se passe, alors? ça va être un forêt, ça va être une scie. Comment ça se passe? C'est que l'association est quand même subventionnée par l'État, la commune, le département et bailleurs sociaux qui nous donnent des moyens de pouvoir acheter le consommable. Donc ce sont des personnes qui veulent bricoler et enfin je veux dire ils savent pas faire, c'est normal, hein, ça se casse. Même moi, comme je sais faire, j'ai déjà cassé plusieurs forêts, tordu des lames. Donc, ce sont des accidents, mais on a, l'association a un budget Mhm. qui est prévu pour remplacer tous les consommables. Mhm. Alors, les ateliers, pour terminer, les ateliers se passent quel jour, à quelle heure, où? Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore de régularité au niveau des ateliers, puisqu'en fait, je suis un peu seule à m'occuper de tout ça. Donc, Les présidents, ils sont un petit peu absents. bah, ils sont salariés par ailleurs, Voilà. donc c'est vrai que très faut peu du temps. présents, voilà. Donc les ateliers sont en général communiqués sur Facebook. Mhm. Et malheureusement, et à mon grand regret, ce n'est pas aussi régulier que je le voudrais. Mais Ah. bon, ça viendra. Ça va venir. S'il y a 2 ans, il y a quand même... on a entendu parler de l'association, le nom évoque rebondir, donc ça reste dans la tête, dans les mémoires, quand même. Oui, ça fait toujours rire dans les réunions d'ailleurs. Oui, ça fait... Tout le monde voilà. me dit, d'ailleurs je rebondis tiens. Et ça, à chaque réunion, j'y coupe. Voilà, on rebondit. Alors, Voilà. pour rebondir, eh bien, sur tout ça, sur ce parcours riche, hein, parce que rebelle, décide de sa vie, prend sa vie en main, et puis aller vers l'autre, c'est pas évident, surtout de nos jours. C'est ça. Se faire accepter et se mettre en confiance et mettre l'autre en confiance. Alors, Annick, elle aurait quel mot pour ces jeunes, pour ces personnes qui voudraient venir bricoler, pour ces femmes qui voudraient participer aux ateliers? Moi, je dirais que ce que je dis d'ailleurs aux personnes que je rencontre, hein,
c'est qu'on a tous des rêves, quel que soit le rêve, et c'est ce qui nous fait avancer. Si on s'empêche de rêver, on n'avance pas. Donc, les personnes qui viennent aux ateliers, leur rêve, c'est peut-être de pouvoir fabriquer un petit truc. Et c'est leur rêve. Et donc, je dis, si vous avez des rêves, faut essayer de les atteindre. Voilà, sinon on n'avance pas. En tout cas, il n'y a que comme ça, je dirais, ou dans la pensée positive, je dirais, où on arrive à arriver à quelque chose. Alors, le dernier mot, Annick, ce serait quoi pour la ville? Parce qu'Annick a appris à aimer la ville. Voilà. Bon. Alors moi, je dirais que ce n'est pas forcément l'architecture de la ville de Choisy-le-Roi ou les grands espaces verts que j'ironise. On a de beaux espaces verts, quand même. Ce ne sont pas les transports en commun accessibles à Paris. Non, je dirais que c'est... Choisy est une ville chaleureuse, accueillante par les habitants. Et je pense que quand on fait l'effort, ou quand on se donne un minimum l'envie de s'intégrer au milieu des associations, au milieu des citoyens et des habitants de Choisy-le-Roi, on trouve aisément sa place. Aujourd'hui, je suis bien. Elle se sent bien à Choisy-le-Roi. Non, oui, je suis bien, et puis j'ai envie de faire des projets pour les Choisiens. J'ai envie que la ville évolue, qu'il y ait un peu plus d'espace vert. Alors, espace vert, des choses pour les Choisiens et Choisyennes, bien sûr. Voilà, qu'il y ait plus de jardins partagés, qu'il y ait plus des gestes éco-responsables. Enfin, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai trouvé ma place à Choisy. Annick, merci beaucoup. Voilà. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Alors, chers amis, chers téléspectateurs, vous avez entendu le témoignage de ces femmes venues d'ailleurs, qui ont appris à aimer Choisy-le-Roi, qui se sont intégrées dans la ville. Pour certaines depuis très longtemps, pour d'autres moins longtemps, mais elles apprennent à aimer cette ville. Suivez-nous dans À l'écoute de la femme choisyenne.